Monsieur Leroux. La parole est maintenant à Jean-Jacques Candelier pour le groupe GDR pour 10 minutes. Je reviens, je crois avoir entendu ça. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'année dernière, j'attirais l'attention du ministre de l'Intérieur sur l'ancienneté de la législation relative aux armes à feu. Celle-ci n'a pas été modifiée depuis des dizaines d'années. Un enfant de 12 ans avait été tué à Lyon. Des fusillades avaient eu lieu dans un lycée de Suzy-en-Brie et à Orly. Un homme était mort par balle à Lille. Ma hantise, c'est qu'on en arrive à la société américaine, qui fait le commerce des armes à tout va, et on ne compte plus les tragédies et les violences à armes à feu. En France, nous n'en sommes pas là, mais il est avéré que des armes dites de défense ont conduit à des dommages entraînant la mort. De même, la question se pose de l'usage et du trafic des armes à feu dans l'Hexagone. Le ministre avait qualifié la législation actuelle d'inefficace, car trop tatillonne pour les honnêtes gens et impuissante face aux trafiquants. Cet avis est très largement partagé. Des choses ont été faites dans le sens d'une sécurisation renforcée. Le décret du 8 juillet 2010, modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, a institué un régime d'autorisation administrative d'ouverture pour les armuriers. Un amendement visant à soumettre des armuriers à un agrément individuel a été présenté dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Il reste à adopter cette proposition de loi. Celle-ci fait suite au rapport de la mission d'information sur les violences par arme à feu et l'état de la législation. Les conclusions de ce rapport ont été unanimement saluées à la commission des lois de notre Assemblée. Le constat partagé par tous est que les textes sont trop complexes et que l'encadrement juridique est insuffisamment dissuasif et proportionné. D'où cette proposition de loi. Il s'agit de simplifier le cadre juridique existant de sorte qu'il soit intelligible pour le plus grand nombre et qu'il soit plus facile pour nos concitoyens de connaître leurs obligations. Il faut faciliter l'usage des armes par les utilisateurs légitimes, tels les chasseurs, les tireurs sportifs ou les collectionneurs, tout en luttant contre les trafics d'armes. Les enjeux sont techniques, mais incontestablement, un important travail parlementaire a été fourni. Par ailleurs, ce texte a été enrichi en commission, tirant profit d'avis rendus par le Conseil d'État. Comme l'indique le rapporteur, ce texte a 4 ambitions. Premièrement, l'établissement d'une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes. En ce sens, l'article 1er réduit à 4 le nombre des catégories d'armes en s'inspirant notamment du modèle que peut offrir la directive européenne du 18 juin 1991. Il consacre le principe de classement des armes en fonction de leur dangerosité et propose des critères d'appréciation de cette notion. L'article 2 de la proposition de loi fixe au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir cette qualification. De même est créé un statut de collectionneur autorisant les personnes ayant obtenu un agrément auprès du préfet à acquérir et à détenir des armes de catégorie C. Enfin, l'article 3 prévoit des obligations graduelles, propres à chacune des catégories et proportionnées à la dangerosité de l'arme. Ainsi, outre la nécessité d'être majeur, l'acquisition et la détention des armes de catégorie B et C suppose l'absence de casier judiciaire. Pour des crimes, délits ou contraventions constituant le signe de comportements violents ou incompatibles avec l'acquisition et la détention d'une arme. La proposition
de loi rappelle l'obligation de produire un certificat médical attestant d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition ou la détention d'une arme. Enfin, le texte institue au sein de la catégorie D une sous-catégorie d'armes pour lesquelles, par exception, un décret en Conseil d'État pourra prévoir des obligations particulières, telles que la présentation d'un permis de chasser, d'une licence de tir sportif ou d'une carte de collectionneur. La deuxième ambition du texte est la traçabilité des armes. En commission, la création d'une carte grise de l'arme à feu a été supprimée suite à certaines réticences. Espérons donc que le gouvernement tiendra parole et renforcera l'efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs, et en particulier l'application Agrippa. La troisième ambition est la mise en place d'une action préventive à l'égard des détenteurs d'armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société. À cette fin, l'article 9 étend le champ de la saisie administrative pouvant être ordonnée par le préfet pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes à l'ensemble des armes et non plus aux seules armes soumises à l'autorisation ou à déclaration. De même, la mission d'information avait formulé des propositions tendant à conférer une réelle portée aux peines complémentaires relatives aux armes. Ces propositions figurent aux articles 10 et 24 du texte. Ils rendent obligatoire, en cas d'infraction prévue par le Code pénal, sous réserve de décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes. Dans certains cas, ils en allongent la durée. Sur le sujet, en tant qu'amateur de tir en règle, j'ai bien dit, et conscient, je dois vous avouer que rendre automatique le prononcé des peines complémentaires apparaît comme un durcissement qui pose question. Je m'explique, ce n'est pas le cas des contraventions de 5e classe qui me choquent le plus. Mais imaginons que sur un coup de sang, une gifle soit donnée. Qui n'a pas eu envie de me donner une gifle parfois? Ou à qui n'a pas eu j'ai envie de donner une gifle parfois dans cet hémicycle? Il s'agit d'une infraction constituant une violence légère, passible d'une contravention de 4e classe. Est-ce pour autant qu'il faille interdire automatiquement de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans ou plus, une arme soumise à autorisation? Est-ce pour autant qu'il faille automatiquement décider de la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire, dont il a la libre disposition, ou encore le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ou plus? Je m'interroge, et vous aussi je pense. Bien entendu, le prononcé de la dette restera entre les mains du juge, lequel pourra toujours, par décision spécialement motivée, décider soit de ne pas prononcer là où les peines complémentaires relatives aux armes prévues par le texte d'incrimination, soit d'en moduler la durée. Toutefois, s'agissant de l'application automatique des peines complémentaires, on pourra, il me semble, s'en tenir aux contraventions de 5e classe, qui font suite à des violences volontaires ayant entraîné une capacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, ou à la mise à mort volontaire et cruelle d'un animal domestique. Cette position a été celle de certains collègues en commission des lois. Proposant de soustraire l'application automatique des peines complémentaires, les contraventions de 4e classe, il notait que, comme c'est le cas actuellement, le prononcé d'une peine complémentaire concernant l'accès aux armes resterait toujours possible pour le juge, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du contrevenant. Leur amendement a été rejeté en commission. Je défendrai également cette position par amendement tout à l'heure. Enfin, le dernier axe de la proposition de loi consiste à réprimer plus sévèrement et efficacement les trafics d'armes. Les articles 26 à 34 traduisent cet objectif. Cet arsenal législatif n'est pas inintéressant pour lutter contre les trafics d'armes, mais il est clair qu'il ne fera pas de miracle non plus. Un dernier mot, je suis en désaccord complet avec l'assertion finale de l'exposé des motifs, selon laquelle, je ne peux pas être d'accord sur tout, Monsieur le Ministre, selon laquelle l'acquisition et la détention d'une arme à feu ne constituent pas un droit mais un privilège qui emporte certaines responsabilités.
Non seulement c'est bien le droit des armes qui font des devoirs du citoyen libre, mais il semblerait que certains aient oublié que les privilèges ont été abolis par la Révolution française et par le pouvoir constituant. Néanmoins, dans la mesure où le dispositif, à travers l'établissement d'un contrôle des armes à feu simplifié, actualisé et préventif, renforce le droit de détenir une arme, nous le voterons. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Candelier.